Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui nous allons parler du SEO, ou plutôt en français l'optimisation pour les moteurs de recherche. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur le référencement naturel. Je vais donc interviewer Mehdi qui va nous permettre de décoder les stratégies qui permettent au site web de briller sur Google et d'attirer plus de visiteurs. Let's go. Comment ça va Mehdi ? Ça va nickel, et toi ? Yes, super. Bon, comme j'ai parlé dans l'intro, on va parler de SEO, de référencement naturel, et t'es bien sûr mieux placé pour en parler que moi. Oui, c'est ce que je fais actuellement à mon compte pour des clients et aussi pour des sites e-commerce qui m'appartiennent. Donc ouais, je suis chaud là. Tout à fait, super, let's go. Le SEO, j'ai une première question. Le SEO, concrètement, ça veut dire quoi En anglais, c'est Search Engine Optimization. Ouais. Et c'est faire toutes les actions nécessaires pour être premier quand on fait une recherche sur Google. Donc par exemple, vous écrivez, t-shirt jaune. Ouais. Google, il va déterminer le site le plus pertinent pour l'utilisateur. Et le Graal ultime, c'est d'être premier. Ou même encore mieux, la position 0, qui est la position des fois qui répond à une question qui est encore au-dessus de la première position, qui est juste en dessous les pubs. Parce que le premier, c'est vraiment les ads, donc les pubs Google Ads. Et après, il y a le résultat de référencement naturel. Ok, d'accord. Pour résumer, parce qu'on imagine toujours qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion de ce domaine-là. Le SEO, sa principale technique, c'est quoi ? Pour faire très simple. Pour faire très simple, il y a 3 piliers essentiels au référencement. Donc, le premier, c'est le contenu. Donc, tout ce qui est textuel, les textes, parce que c'est beaucoup de textes, mine de rien, quand même, le référencement, ça serait un peu bizarre de dire que c'est que ça. Après, il y a la technique. Ouais. Donc la technique, ça va être la vitesse de chargement du site, par exemple, de mettre des photos pas trop lourdes, d'optimiser le code du site, par exemple. Et après, il y a le netlinking. Donc le netlinking, comment expliquer ? C'est la partie, par exemple, quand, vous avez un site de boulangerie, vous êtes boulanger, par exemple. Il y a un autre boulanger, il va vous faire un lien sur son site qui va rediriger vers votre site à vous. Et là, ça va donner de la puissance à votre site, entre guillemets. Parce que ça montre à Google votre autorité. C'est comme en gros pour synthétiser la chose, c'est comme si demain vous aviez une boutique physique et qu'il y aurait plein de personnes qui recommanderaient à d'autres personnes votre boutique. C'est un peu le même principe sur Google, sauf que là, c'est à partir des liens. Parce que du coup, j'ai une deuxième question. Comment Google, il détermine le classement des sites web, tu vois, dans le résultat de... Ça, c'est une bonne question. Alors, moi qui fais du référencement et toutes les autres personne n'a vraiment une réponse exacte à cette question. Il fait en sorte qu'on connaisse pas exactement l'algorithme, parce que sinon, il y en aurait des malins qui en profiteraient de trop. Mais comme j'ai dit, il y a quand même des choses qu'on a remarquées. Donc, le texte est important, de placer des mots-clés pertinents. Donc, par exemple, si vous parlez vous avez un site de vêtements, ça s'appelle la sémantique, donc d'avoir tout un champ lexical propre aux vêtements, avec le plus de mots-clés, ça s'appelle, qui sont liés à celui-là. Et après, il y a l'autorité. Donc, par exemple, vous avez un site qui a une grosse autorité, donc même les réseaux sociaux, c'est important d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir une chaîne YouTube. Plus de monde va parler de votre site, plus vous allez avoir une autorité, pour résumer la chose. Ok, d'accord. Et après, comment il résume. Mais bon, de répondre quel est l'algorithme et comment il fonctionne, j'aimerais bien avoir la réponse. Ouais, je pense que c'est complexe. Oui, voilà, on peut répondre, on fait plein de petites actions pour permettre d'être mieux référencé. Mais l'algorithme exact de dire ils vont faire ça, faire ci, c'est compliqué parce qu'il y a, par exemple, moi j'ai lancé 2 sites à peu près à la même période sur un NDD. Le NDD, c'est le nom de domaine, donc par exemple google.fr, ça c'est le NDD de Google. Et il y aura des résultats différents. Il y a toujours un petit peu une part pas de mystère, mais c'est toujours un petit peu aléatoire, et il y a toujours une partie qu'on ne connaît pas la réponse encore. Ok, d'accord, super. Moi, j'ai fait quelques recherches un petit peu. Il y a quelques termes que je ne connais pas forcément, mais j'ai entendu parler de SEO on-page et off-page. Ok, ouais, c'est exact ça. On dit on-site aussi et off-site. Bon, c'est la même chose, je pense qu'il y a 2 termes. Ouais. Donc, on-site, c'est le contenu. C'est tout ce qui est les mots-clés, comme j'ai parlé avant, donc le contenu textuel. Et off-site, c'est plus la partie des liens. Donc, quand vous allez, par exemple, aller démarcher un blog, par exemple, et qui va vous faire un lien qui redirige vers votre site. Et pour parler de ça, il y a aussi des plateformes. Il faut le savoir, c'est pas un secret. Après, Google ne l'autorise pas, entre guillemets. Ouais, okay. On peut quand même acheter des liens sur certains sites. Ça veut dire qu'on va, par exemple, sur... je peux citer eReferrer, c'est un site où ils vendent des liens. Vous marquez, par exemple, la thématique qui vous plaît.
Donc pas qui vous plaît mais qui correspond à votre site. Donc par exemple si vous avez un site de mode, vous cherchez un site qui est orienté mode et là vous pouvez acheter un lien qui va de 10 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ok, incroyable. Voilà, pour la petite exemple, par exemple un lien chez Le Figaro ou L'Équipe, ça va jusqu'à 4 ou 5 chiffres des fois. Ok, ouais. Putain, c'est incroyable. Ouais, voilà. Ok, super. J'ai entendu parler aussi des backlinks. C'est quoi concrètement? Bah, c'est exactement ça, c'est le off-site, c'est le netlinking, c'est la même chose. C'est lié à ça, d'accord. Ouais, il y a plusieurs termes, mais c'est bien les liens, c'est des liens en gros. Ok, super. Comment tu choisis tes mots-clés en fait? T'as une technique, t'as une méthode spéciale? Après, pour les mots-clés, il y a du bon sens aussi. Par exemple, même en allant sur Google, par exemple, si vous écrivez t-shirt et que vous mettez un espace, il va vous proposer des choses. Ça, c'est la version gratuite sans les outils. Et après, il y a des outils comme SEMrush, SEO Observer, Ahref, Alloscan, qui est très bon aussi. Et que par exemple, vous allez écrire, on va garder l'exemple de t-shirt jaune, il va vous sortir tout le champ lexical avec le volume de recherche. Donc le volume de recherche, c'est combien il y a de personnes qui cherchent ce mot-clé par mois. Et là, comme ça, bah, vous pouvez, on peut choisir après. D'accord. Et après, il faut savoir que pour les mots-clés, il y a la longue traîne, ça s'appelle. La longue traîne, c'est un mot-clé qui est assez long. Par exemple, t-shirt jaune avec des ronds blancs. Et ben, en théorie, ça va être plus simple de se positionner sur un long mot comme ça que sur, par exemple, football. Il y a des mots-clés, ils sont vraiment limite impossibles d'aller... Il y a des sites qui sont là depuis plusieurs années avec une grosse autorité. Ouais, parce que, par exemple, tu parlais de football, c'est quelque chose qui est tellement populaire que... C'est ça que tu veux dire? Que tu n'as aucune chance, quasiment? Je sais pas si on peut dire que c'est parce qu'il est populaire, mais c'est qu'il y a vraiment des gros acteurs dessus. Ah oui, d'accord. Et il y a vraiment des sites qui ont une grosse ancienneté, qui ont une grosse autorité. Par exemple, football, là, je suis pas dessus, mais je dirais qu'il y a sûrement L'Équipe, Le Figaro, peut-être des magazines sportifs qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont fait un gros travail de référencement et qui ont acheté des gros liens. Donc ça serait énorme, ça serait très long et très coûteux d'aller concurrencer ces sites. D'accord. Et par exemple, si je fais un blog sur Nike, est-ce que j'aurais des difficultés par rapport au mot-clé Nike? Le fait que ça soit, j'imagine, c'est beaucoup utilisé. Non, parce que l'avantage des marques, en gros, c'est que demain, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui vont se lancer sur Nike parce qu'il faut avoir la licence. Donc sur Nike, mine de rien, sur les marques, si tu fais un blog sur Nike et que par exemple tu dis les dernières nouveautés de Nike, tu vas te positionner assez facilement. Mais par contre, si tu vends des Nike, tu vas avoir des petits ennuis. Ça se trouve, tu vas te positionner vite, mais tu vas peut-être avoir des ennuis judiciaires si tu vends des Nike. Nike. C'est sûr. Mais alors, du coup, pour aller un petit peu plus loin, je parlais de Nike, mais du coup, si je mets par exemple sneakers, ce genre de mots-clés, là pareil, ça va être difficile ou non? Sneakers, il y aura quand même un petit peu de concurrence. Après, sans les outils, je peux pas te répondre comme ça de mémoire. Oui, après, faut analyser, il faut un petit peu regarder, mais là, je peux pas te dire sans regarder mon outil, je peux pas dire comme ça de mémoire. Il y en a que je connais un petit peu, mais. Ok. Et donc ton outil principal, c'est SEMrush? Moi, j'aime bien SEMrush, SEO Observer, Alloscan, les trois que j'aime bien utiliser. Ok, d'accord, super. Et tout cela, ils sont disponibles sur le web? Ouais. Bien sûr. Et Alloscan est plutôt abordable, ça doit être une 30aine d'euros par mois. D'accord. Et SEMrush est une 100aine d'euros par mois et SEO Observer une 100aine d'euros pareil. Ok, super. Du coup, pour un contenu de qualité, c'est quoi concrètement les éléments clés qui vont définir ce que ton contenu est vraiment quali? En gros, Google, quand je dis Google, c'est un peu bizarre parce que je parle de lui à la troisième personne, mais c'est quand même le cas. Il aime du contenu pertinent et que les utilisateurs n'ont pas encore vu. Si tu ressors le même contenu qu'un autre concurrent, Google il va pas te positionner parce qu'il comprend très bien. Il veut apporter un bon contenu au lecteur en gros. Une bonne réponse à une requête. C'est une requête, une réponse en gros. Okay, ouais. Donc un bon contenu, ça serait ça, une réponse à la question posée. Par exemple, sur du t-shirt jaune, ça va être plus compliqué. Mais par exemple, si vous faites comment s'habiller en hiver, vraiment aller dans tous les points, les points techniques, une bonne sémantique, aller creuser par exemple s'il neige, s'il pleut, quel type de pull allez-vous mettre, en fait aller le plus loin possible pour donner la meilleure réponse au sujet. Ok, top. C'est très intéressant et ça m'a l'air aussi à la fois complexe. Oui, moi je suis peut-être faussé, c'est un truc que j'aime, donc je trouve pas ça si complexe que ça et que je suis dedans depuis plusieurs années.
Mais oui, peut-être qu'au début, pour quelqu'un qui a entendu parler du SEO pour la première fois, c'est vrai que ça doit être complexe quand même. J'avais entendu quelques termes comme white hat et black hat. Ça, c'est quoi concrètement? Bah, white hat, c'est comme dans les hackers. À white hat, c'est respecter un petit peu les règles. Ah oui, sauf d'accord. qu'on les respecte vraiment jamais parce que théoriquement, on n'est pas censé acheter des liens. Donc, on est plus des grey hat, on va dire. Il y a des petites choses que personne ne va respecter à la lettre. T'es borderline. Ouais, voilà. Ouais. Tout le monde, je pense, est un peu borderline. Et après, black hat, là, c'est vraiment des techniques. Il y a vraiment des belles choses. Mais là, c'est vraiment comme les hackers. C'est des choses vraiment limites. Par exemple, balancer pas mal de textes en masse. Maintenant, ça se fait moins parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Mais par exemple, maintenant, balancer, par exemple, en black hat, il y a des mecs qui vont balancer, je sais pas, 300 ou 400 produits par jour ou 400 articles. Où ils vont balancer plusieurs sites comme ça à l'appel. Après, il y a moyen de faire du cloaking. Le cloaking. Ouais, justement, j'allais te demander qu'est-ce que c'est. Et le cloaking, en gros, c'est à Google, tu lui montres un contenu. Donc, Google, lui, va avoir un texte. Et pour l'utilisateur qui va tomber sur ton site, il va voir autre chose. Donc, par exemple, imaginons demain, on fait un article sur, par exemple, Nike, comme tu as dit. Donc, l'histoire de Nike, Google, il va voir l'histoire de Nike. Et toi, derrière, quand l'utilisateur va tomber sur cette page, il va être redirigé, par exemple, soit vers un lien d'affiliation sur Nike ou autre chose. Ou après des trucs plus sombres, pareil, dans les trucs, tout ce qui est un petit peu pharmaceutique. Ouais. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais ouais, le black hat, c'est pas le truc que j'ai le plus fait. Mais il y a vraiment des bonnes techniques. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en black hat Alors attends, excuse-moi, mais j'ai une question pour le blackout. Blackout, pardon. Concrètement, si on est que dans cette technique-là de black hat, on risque quoi? Ah, c'est facile. White hat, c'est du long terme. Ouais. Black hat, c'est du court terme. Ton site, au bout d'un mois, Google, il peut te dire ouais, lui, il joue trop. Bim, on va pas l'effacer, mais il va être descendu des résultats de recherche. Okay, donc, c'est souvent pour faire du court terme, gagner beaucoup d'argent en laps de temps, et après, se dire tant pis si le site il meurt. Ouais. Il y a soit ça, ou il y en a qui servent pas mal du black hat pour tester des niches. Ça veut dire qu'ils vont balancer pas mal de contenu ou vraiment faire des techniques agressives. Et ils vont pouvoir voir des opportunités de mots-clés intéressantes grâce à leurs tests qu'ils ont fait et qu'ils se sont dit tant pis, le site va crever, et après relancer un site propre avec ce qu'ils ont découvert dans leur technique. Ok. Mais du coup, légalement, c'est légal ou pas légal le black hat? Honnêtement, on sait pas trop. Je pense que en théorie, c'est illégal, mais Google s'en fout, il bloque ton site. Et puis voilà, après, si tu pars vraiment plus loin et que tu commences à t'en servir à mauvais escient, à balancer du contenu, par exemple, pour nuire à un pays ou nuire à un gouvernement, c'est pas spécialement Google qui va venir te chercher, c'est plus le gouvernement. Donc oui, c'est quand même illégal, faut pas l'oublier. Mais bon, si t'en fais par exemple juste pour faire des tests, il n'y a aucun risque. C'est pas comme un hacker qui va s'amuser à hacker, qui va avoir des ennuis. Que là, non, c'est illégal, mais bon. C'est surtout quelque chose d'éthique. Ouais, pas éthique et surtout pas périn, quoi. C'est pas quelque chose que si tu veux monter un business et que tu commences à faire du black hat, c'est pas une grande idée, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Bon, vous avez entendu. Si vous pensez long terme, le black hat, laissez-le de côté. Ouais, voilà, si vous êtes court terme, tentez-y, mais bon. Après, c'est un peu réducteur de dire ça parce qu'il y a quand même des moyens aussi en faisant du black hat, en rebalançant sur d'autres sites, en faisant des PBN, ça veut dire lier plusieurs sites entre eux. Il y a toujours moyen, mais bon, là, c'est vraiment plus technique après. Si je commence à rentrer là-dedans. Ouais, bien sûr. Ok, super. Pour l'optimisation pour les moteurs de recherche locaux. Ouais, Google My Business, Ouais. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Sur du Google My Business, c'est pas la chose que je pratique le plus, mais je sais que c'est bon de mettre, par exemple, dans le titre de la fiche My Google My Business, de mettre, par exemple, si vous êtes un coiffeur, de marquer coiffeur monsieur machin. Ouais. Après, de mettre pas mal de photos dessus, de remplir le mieux sa fiche, en fait, que quand la personne tombe dessus, une requête, une réponse, de mettre les horaires, les questions que les gens peuvent se poser. Et après, pareil, il y a aussi la même chose, faire un lien aussi lié à ton activité. Donc, si par exemple, demain, vous êtes coiffeur, de lier votre site internet à votre fiche My Google My Business. Faire par exemple du lien aussi, pareil, de la même façon, faire du lien, comme je vous ai expliqué avant, qui redirige soit sur votre fiche My Google My Business ou soit sur votre site qui est lié à votre activité, et que les deux adresses concordent. Parce qu'il y a des personnes, ils ne vont pas mettre à jour leur fiche My Google My Business, et ils vont avoir une adresse différente sur leur site et sur la fiche.
Donc il y a pas mal de choses à faire comme ça, mais oui, c'est vrai que c'est une super question. Parce qu'au final, quand tu as un Google My Business, tu crois qu'on peut s'en servir que si on a un business local ou même si on a un business pas local au final? Est-ce que c'est pas intéressant? Après, il y a des petites techniques Black Hat, mais je rentrerai pas dedans. Ok. Mais en général, il faut quand même avoir une adresse physique, avoir un magasin. D'accord, ok. Ou au moins, peut-être pas avoir un magasin, mais être déclaré, par exemple, en auto-entreprise ou en entreprise, et avoir son adresse, parce que de toute façon, ils envoient un code. En général, ils envoient un code pour activer votre compte à votre adresse postale. D'accord, ok. Ah oui, ouais. Ok. Donc ça sera quand même plus simple. Oui, d'avoir ouais. une adresse. Ouais, donc c'est mieux. Ouais. Oui, parce qu'après, moi, j'étais déjà tombé sur je sais pas moi, des tatoueurs ou ce genre de métier. Et en fait, c'est leur adresse postale, mince, comment on appelle ça, leur adresse principale. Oui, bah Du c'est coup, ça. ils vivent et en même temps, ils travaillent au même endroit. Oui, bah c'est exactement ça. Ok, ouais, d'accord. Du coup, j'aurais une question maintenant. Si on pouvait parler un petit peu de l'avenir du SEO avec la rencontre de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ça, c'est une super question. Moi, là, je vais donner mon avis. Après, ça n'engage que moi. Il n'y a pas vraiment de réponse. Souvent, dans le référencement, on dit c'est peut-être ça. Il n'y a jamais vraiment une réponse donnée. Tout le monde va un peu débattre. Moi, je suis plus d'avis à dire que pour des sites moyen terme, c'est pas mal l'intelligence artificielle. Mais sur du très long terme, moi, là, j'ai retapé un site entier où j'ai tout réécrit à la main pour pas me servir de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas eu encore de retombées. Mais je trouve que les réponses faites avec ChatGPT, ou ChatGPT ou d'autres, même en travaillant énormément, sur certaines thématiques, c'est pas ça encore. Ça se répète, c'est un peu creux. Il n'y a pas d'empathie ni de sentiment dans la façon d'écrire, je trouve. Ok. Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un risque de faire que des sites comme ça. Et même au niveau conversion, je pense, conversion quand vous avez une boutique par exemple e-commerce, je pense qu'il y a toujours une petite patte humaine un petit peu, même si les gens ils lisent pas toujours les descriptions produits, mais il y a quand même quelque chose à mettre dedans. Ok. Moi je serais plus balancer du contenu sur des sites rapides que vous avez envie de faire, ça peut être peut-être pas mal l'intelligence artificielle ou un mix aussi. Des fois quand vous avez moins d'inspi, vous vous en servez, ça vous donne des idées, mais de s'en servir brut comme ça, moi je l'ai fait et j'ai pas été trop convaincu en termes de résultats, donc je le conseille pas. Après, ça n'engage que moi. Oui, après sans s'égarer, au final, pour certains qui nous écoutent et qui savent peut-être toujours pas ou qui comprennent pas concrètement ce que c'est encore l'IA et toutes ces nouveautés, ça serait quoi concrètement le rôle de l'IA dans les SEO? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, là, actuellement, on peut faire donc avec je me rappelle plus du nom, si tu peux m'aider, il y a comment ça s'appelle, l'option sur ChatGPT qui permet de trier les données avec... Ah oui, avec le data analysis. Ouais, voilà, le data analysis. Par exemple, vous pouvez trier les mots-clés. Vous pouvez envoyer un Excel avec plein de mots-clés, avec tant de volume, donner des sites concurrents pareil en le remplissant dans votre Excel, et après dire, par exemple, ressors-moi tous les mots-clés que tel concurrent a. Ou pareil, il y a des données par exemple avec SEMrush qui ont un pourcentage de difficulté. Donc par exemple, ça va de 0 à 100. Et quand vous ressortez les mots-clés sur SEMrush, c'est le KD, c'est Keyword Difficulty. Okay. Par exemple, dire à ChatGPT, ressors-moi que les mots-clés qui ont un Keyword Difficulty de 20%. Il y a des choses comme ça à faire. Moi, pour le coup, là, pour ta réponse, je conseille Romain Pirotte, qui a une super chaîne sur YouTube. Bon, il est connu, hein. Et lui, il explique pas mal de trucs. Il met pas mal de choses en avant sur le référencement et sur l'IA et comment s'en servir. Et après, pour les textes, comme j'ai dit avant, c'est vrai que c'est super. Même pour des inspirations, même pour faire des landing pages, donc un petit peu des modèles de page, ça peut être pas mal pour donner des idées. Après, pareil, pour des idées aussi de mots-clés, parce que maintenant, c'est plus récent en plus la donnée qu'il a, donc de lui dire par exemple qu'est-ce que les gens cherchent quand vous marquez, je sais pas, par exemple, footballeur, Ronaldo footballeur, qu'est-ce que les gens recherchent et qui est associé à cette recherche. Il y a quand même des belles choses à faire. Okay. Faut s'en servir, mais je trouve pas encore que ça change grand chose avec des outils comme SEMrush, parce qu'il y a des filtres dessus. Donc pour l'instant, si vous avez SEMrush plus Alloscan plus Lowfruit, que j'avais oublié de dire, c'est un autre pas logiciel, mais un autre site qui donne des mots-clés longue traîne, donc qui sont moins recherchés, mais plus faciles en théorie. Il n'y a pas grand chose, je veux dire, avec l'IA. À part peut-être la partie automatisation. Vous allez pouvoir balancer du contenu sur vos sites en automatique, par exemple en pluguant l'API de ChatGPT et d'écrire directement sur une fiche produit ou un article de blog.
Ok, ouais. Voilà, je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, est-ce qu'on pourrait s'attendre avec ChatGPT qu'au final, il nous trouve les mots-clés parfaits et qu'on ait le référencement le plus naturel possible et le plus parfait possible? Ouais, mais pas encore. Et en plus, il y a toujours un petit peu, même moi, il y a certains mots-clés, par exemple, qui sont pas dans les outils comme SEMrush, parce D'accord. qu'ils n'arrivent pas à ressortir tous les mots-clés. Et il y a des belles surprises. Il y a par exemple, là, je vais pas donner de mots-clés exacts, mais par exemple, avis aspirateur rouge. Sur SEMrush, il y aura peut-être marqué 10 recherches par mois, alors que le vrai résultat, ça sera peut-être 1000. Donc ça, D'accord. ChatGPT, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous avant qu'il ait ces infos. Oui, c'est sûr. Et tu parles de ChatGPT, mais du coup, on sait qu'il y a des IA qui naissent un petit peu, j'ai envie de dire tous les jours, mais peut-être pas, mais autant, sur des spécifications comme le SEO, n'importe quel sujet. Tu en connais, toi, des sites qui pourraient être plus spécifiques sur le SEO par rapport à ChatGPT qui est quand même large et général? Ouais, En termes en de gros, génération, tu voudrais dire plus un chat GPT lié au SEO. Ouais, voilà, ouais. Bah, après, ils servent de chat GPT, mais par exemple, TextBulker ou le Scribouillard, vous mettez par exemple une requête comment boire de l'eau. Bon, c'est une requête débile, mais vous écrivez ça, il va t'écrire le texte direct qui va être direct mis sur votre site instantanément. D'accord. C'est payant, mais c'est qu'eux, ils ont fait juste l'interface en gros, au lieu d'aller sur ChatGPT, de faire plein de requêtes ou plein de prompts. Eux, ils ont déjà travaillé le prompt de la meilleure manière. Et il y a aussi l'outil lucide.ai, qui est vraiment un bon outil qui permet de détecter si un texte a été fait par un humain ou que c'est 100% fait avec ChatGPT, donc ça va de 0 à 100%. Ça, c'est vraiment un super outil, je trouve, pour permettre de voir pour les gens qui travaillent en agence, par exemple, pour voir la qualité de leurs rédacteurs, ou voir si les rédacteurs leur ont pas mis une douille en servant de ChatGPT, en disant bah voilà, ça, je vous facture ça, et voilà. Ok, pour la petite question, j'ai envie de dire qui fâche pour la blague, hein. Mais tu penses que dans quelques années, l'IA va remplacer les métiers comme celui que tu fais? C'est dur à dire pour l'instant, parce que moi, je suis plus de l'école à dire que, en gros, les textes un peu IA, à pas vraiment s'ils s'améliorent, mais ils n'auront pas le côté quand même humain. J'ai du mal à croire qu'ils arriveront vraiment à avoir l'avis. C'est toujours pour l'instant, c'est très synthétique ce qu'ils disent comme réponse. Ouais. C'est un peu une encyclopédie. Pour comparer, l'humain, il a quand même des anecdotes que l'IA, pour l'instant, est un peu une encyclopédie ou un dictionnaire. Il répond un peu comme une définition et basta. Et de lire qu'un site fait avec de l'IA, pour l'instant, je trouve c'est chiant un peu, quoi. Pour être vulgaire. Du coup, en gros, si t'es débutant et que tu utilises ChatGPT par exemple à foison pour faire ton SEO, tu penses que ça va être bizarre? C'est pas que ça va être bizarre, mais c'est qu'en plus de ça, je trouve tous ceux qui vont commencer avec ChatGPT, ils vont pas voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Ils vont un peu avoir des mauvaises bases pour résumer. Ouais, okay. Ils vont pas voir que, par exemple, si on met tel ou tel mot-clé qui est lié à la requête ou à la recherche, ça va mieux fonctionner. Ils vont juste dire à ChatGPT, écris-moi un texte sur telle requête, ils vont dire bon bah c'est comme ça. Ils vont pas aller autant creuser que moi ou quelqu'un qui est là depuis plus de temps et qui était là avant ChatGPT ou l'intelligence artificielle. D'accord, ok. Pour la suite d'un débutant, concrètement tu utilises quoi? Si tu veux débuter, là, admettons tu débutes, voilà, tu connais rien, mais t'en as entendu parler, puis ça te plaît, et tu veux essayer de faire quelque chose là-dedans. Tu commencerais par quoi? Je recommanderais le livre de Olivier Andrieux. Je me rappelle plus c'est la Bible du référencement, je crois. Chaque année, il en sort un. D'accord. Donc il y a la Bible du référencement 2023 et chaque année il en sort un, mais c'est à peu près le même, donc il met juste à jour. Ouais, voilà, il met à jour, mais ça change pas non plus. Si vous achetez celui de 2023 au lieu de 2024, ça va pas changer non plus grandement. Ouais. Ça c'est pas mal pour avoir des bases. Et après là, actuellement il y a beaucoup de formations donc sur le référencement. Moi j'avais pris celle de Paye Henry. Bon, elle est bien, mais c'est un peu pas brouillon, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Là, j'en ai pris une plus experte, mais bon, pour un débutant, du coup, ça va pas être top. Donc, ouais, celle de Paye Henry. Ou après, il y avait celle de Affi SEO, qui est pas mal, mais c'est plus orienté affiliation. Et il y a aussi celle de Romain Pirotte, mais qui est plus orienté Black Hat. Et après, si vous n'avez pas un gros budget, vous allez sur, par exemple, Udemy. Il y a des très bonnes formations sur le référencement pour les bases, qui sont à des prix vraiment abordables, si vous n'avez pas envie de mettre des sommes folles. Et après, pour un débutant, je conseillerais aussi d'aller sur RankerFox. C'est pour SEMrush, c'est un genre d'achat groupé pour SEMrush pour tester,
Mais bon, après, c'est un peu borderline. Donc, si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi prendre l'offre d'essai de SEMrush de 15 jours. Ça évite de claquer 100 balles. Les malins comprendront. Ouais. Et non, bah voilà. Et après, un petit peu regarder, creuser et aimer ça, je dirais. C'est pas je pense que le référencement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en se disant je vais faire de l'argent. Il y a une part, je peux quand même aimer, quoi. Parce que c'est quand même technique. Et je pense qu'il faut aimer un petit peu les statistiques et un petit peu les chiffres et un petit peu le côté joueur. Parce qu'il y a quand même une part de... Il n'y a pas vraiment une réponse encore. Donc des fois, vous allez faire quelque chose, vous allez dire « Ah, c'est incroyable, j'ai des super résultats » et après, il y aura un autre site que vous allez lancer au bout de 3 mois et il n'y aura pas spécialement de résultats. Ouais, je dirais qu'il y a quand même un petit côté un petit peu, pas gambler, mais pas loin. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire ça, à commencer en fait? Moi, ce qui m'a motivé, déjà, c'était le côté un peu mystérieux d'être premier, un peu le côté un peu aussi compétiteur, qui est un peu lié aussi aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de monde qui vient du jeu vidéo dans le référencement, à cause de ça, je pense. Le côté un peu geek aussi, qui est, on va pas dire hacker, mais qui est pas loin. Tout à l'heure, tu parlais de White Hat, Black Hat. Et ouais, le côté aussi testé, et vraiment le côté qui est lié à l'informatique. Voilà, c'est toutes les choses qui m'ont fait aimer ça. Et moi, c'est vraiment une passion, le référencement. Et aussi, la dernière chose, c'est tous les jours, on apprend des choses dessus. Il n'y a pas de réponse et ça évolue constamment. Un peu pour comparer, un peu comme l'IA. Et ça, moi, ça me plaît parce que je trouve quand j'ai fait le tour d'une chose, après, je me lasse. Ça, c'est mon caractère, que le SEO, il y a des mecs qui sont là depuis 15 ans, qui sont des mastodons, vraiment des experts. Ils sont encore là à faire des conférences, à faire des tests, des nouveautés, qui font du test and learn pour apprendre des nouvelles choses ou voir un petit peu comment ça va se passer ou comment l'algorithme va réagir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de fin, limite, au référencement. On peut en apprendre tous les jours, même quand ça fait 15 ans ou 30 ans qu'on en fait. Okay. Et ça évolue constamment en plus. Là, par exemple, comme tu te dis, il y a l'IA. Oui, voilà. Avant, il y a 2-3 ans, à part reprendre un rédacteur offshore, il y avait, ou faire de la bouillie. La bouillie, c'était vraiment des textes, mais mauvais. En gros, tu calais plein de mots-clés. Ouais. Les textes ne voulaient un peu rien dire. C'était l'ancêtre un peu de l'IA, mais c'était vraiment très compliqué à lire. C'était compliqué à lire, il y avait ça. Et avant l'IA, il y avait aussi traduire. Par exemple, aller prendre du contenu sur un site anglais et le traduire en français. Après, niveau éthique, bon, c'est moyen, mais c'était un peu l'ancêtre de l'IA. Ok. Et toi, du coup, tu le vois comment, l'avenir dans le SEO et ton avenir aussi? Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu as envie de continuer? Ouais, moi, j'ai vraiment envie de continuer. Vendre un petit peu de prestations à côté. Moi, je fais des sites e-commerce aussi pour personnel. L'avenir du SEO, je le vois, il va évoluer. Faudra pas faire la même chose qu'on fait actuellement. Donc, il y a le EEAT. C'est en gros, par exemple, vous avez un site par exemple, sur les compléments alimentaires. Le AT, c'est bien, par exemple, de vous positionner en tant qu'expert. Donc, par exemple, d'avoir une chaîne YouTube à côté où vous présentez, par exemple, les produits que vous testez sur votre site, d'avoir des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tous les réseaux connus, les plus connus. Et vous positionnez vraiment en tant qu'expert, parce que sans ça, Google, je pense qu'il va avoir du mal à comprendre, à distinguer entre une IA ou un humain. Que le AT, ça prouve que vous êtes une vraie personne, en gros. Ok, le EAT, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire expérience, expertise, autorité et fiabilité. Oui, je m'en rappelais plus, merci, mais ouais, ça correspond, je pense, j'ai fait une bonne explication sur à quoi ça correspondait. Ok, super. Je pense qu'on a parlé des points, on va dire, les plus importants et de ceux qu'on pourrait découvrir même si on se lance dans les débuts du SEO. Un dernier point qui t'interpelle ou que tu aurais envie de parler? Moi, je dirais vraiment le SEO, c'est une passion, je pense, comme métier. Et c'est vraiment un beau métier, mais faites-le si vous aimez ça. Je dirais juste ça. Tout est dit. Donc, lancez-vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode sur le SEO. Merci à toi, Mehdi, pour tes réponses. Avec plaisir. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast, si tu l'as aimé, bien sûr, et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.